C'est une histoire qui commence par un affront diplomatique. Un chasse-mouche, un consul français, un souverain à Alger. C'est une histoire qui se termine plus d'un siècle plus tard. Elle se conclut dans une tempête de violence, laissant des cicatrices qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes en 1830. Des navires français apparaissent à l'horizon de la côte algérienne. Leur mission est officiellement une question d'honneur, de punir une insulte perçue. Cependant, cette expédition punitive va rapidement se transformer en quelque chose de bien plus grand et de plus brutal. Elle deviendra une conquête à grande échelle. Cette invasion marque le début de 132 ans de domination française. Cette période allait profondément remodeler le destin d'une nation entière et de son peuple, laissant une marque indélébile dans l'histoire. La relation entre la France et l'Algérie n'a pas commencé en 1830. Pendant des siècles, ces deux terres, séparées par la mer Méditerranée scintillante, ont été partenaires commerciaux. Elles étaient aussi des rivales de pouvoir. Elles partageaient une histoire complexe de diplomatie, de commerce et de conflits. Mais les événements de 1830 ont représenté un tournant dramatique et irréversible. Un point de non-retour. Ce qui a commencé comme une opération militaire limitée a dégénéré en une guerre de colonisation longue et sanglante. Cette entreprise coloniale allait définir l'identité française pour des générations. Elle forgerait également la nation algérienne moderne à travers la résistance et une profonde souffrance. Cette histoire ne parle pas seulement de batailles et de traités, elle parle de personnes, de cultures et de souvenirs, qui s'entrechoquent à travers un siècle d'histoire partagée et douloureuse. Le discours officiel en France parlait souvent d'une mission civilisatrice. C'était une mission d'apporter le progrès, le droit et la modernité à une terre considérée comme arriérée. C'était la justification présentée au monde. Pourtant, pour les millions d'Algériens qui ont vécu cette époque, la réalité était radicalement différente. Ils ont connu la dépossession de leurs terres, la suppression de leur culture et l'imposition d'un système juridique étranger. Ils ont été relégués au statut de sujets dans leur propre patrie. L'histoire de l'Algérie française est donc une histoire de dualité. C'est un récit de construction et de destruction, d'idéaux proclamés et de réalités brutales, de progrès pour certains et d'asservissement pour beaucoup d'autres. Ce documentaire explore cette histoire complexe et souvent douloureuse. Nous allons remonter le temps pour comprendre les raisons de l'invasion française. Nous découvrirons les ambitions politiques et les calculs économiques qui ont fait avancer ce projet colonial. Nous suivrons les événements dramatiques de la conquête, de la chute d'Alger à la féroce résistance qui s'est levée pour défier les envahisseurs. Notre objectif est d'aller au-delà des récits simplistes. Nous visons à comprendre les conséquences profondes et durables de cette longue période coloniale. Comment cette époque a-t-elle façonné les sociétés françaises et algériennes? Et pourquoi, même aujourd'hui, ce passé partagé continue-t-il de susciter des émotions si puissantes des deux côtés de la Méditerranée? Pour comprendre cette conquête, il faut d'abord saisir le monde du début du 19e siècle. En 1830, la France était une nation en pleine transition. Encore sous le choc des guerres napoléoniennes, elle cherchait une nouvelle voie vers la gloire et le prestige national. Le roi Charles X, sa monarchie restaurée, était faible et impopulaire. Le roi et ses ministres voyaient dans une aventure étrangère une parfaite diversion. Une victoire militaire rapide pourrait rassembler le peuple français, restaurer la fierté nationale et renforcer l'autorité fragile de la monarchie. L'Algérie, la régence d'Alger, semblait une cible opportune, proche et perçue comme vulnérable, promettant gains stratégiques et économiques. La régence d'Alger restait une puissance régionale, officiellement ottomane mais largement autonome. Le Dey Hussein régnait sur une population d'Arabes et de Berbères. Alger était un centre commercial animé, base connue des corsaires et des pirates. Leur activité déclinait vers 1820. Relations commerciales avec la France, surtout céréales, mais aussi différends financiers et tensions diplomatiques. Le coup d'éventail de 1827 est souvent cité comme déclencheur. Lors d'une dispute sur des dettes impayées, le Dey aurait frappé le consul avec son éventail. Un incident mineur en soi, amplifié par Paris en une grave insulte nationale. Le prétexte parfait pour la guerre. Charles X s'en empare pour justifier une réponse militaire. Un blocus naval est imposé à Alger, mais inefficace et coûteux. L'urgence politique pousse vers une action décisive. On prépare l'invasion à grande échelle. La colonisation n'était pas l'objectif déclaré au départ. On parle d'une frappe punitive pour restaurer l'honneur et finir avec les corsaires. Mais des intérêts puissants avaient d'autres plans. Chefs militaires, commerçants,
industriels, penseurs politiques, commencent à imaginer un nouvel empire. 1830 n'est donc pas qu'une insulte diplomatique. C'est la convergence de besoins politiques intérieurs, d'ambitions économiques et d'un nouvel élan impérialiste qui allait avoir des conséquences dévastatrices. Fin mai 1830, une flotte monumentale se rassemble à la base navale française de Toulon. Ce n'est pas une simple escadre punitive, c'est une immense force d'invasion, la plus grande expédition maritime que la France ait montée depuis la campagne de Napoléon en Égypte. Plus de 100 navires de guerre et près de 600 navires de transport encombrent le port. À bord, plus de 37 000 soldats. Le commandement de cette puissante armada est confié à l'amiral Duperré, tandis que les forces terrestres sont dirigées par le ministre de la guerre lui-même, le général de Bourmont. La présence même d'un si haut fonctionnaire du gouvernement souligne l'importance politique de la mission. Le départ de la flotte, le 25 mai, est un spectacle de puissance nationale. Cependant, derrière la façade publique de confiance, la mission est pleine d'incertitudes. Après un retard temporaire dû à une tempête, l'armada apparaît finalement au large des côtes algériennes à la mi-juin. Pour les habitants d'Alger, la vue de cette vaste flotte a dû être terrifiante. Le commandement français a choisi de ne pas lancer un assaut frontal direct. Au lieu de cela, ils ont choisi un site de débarquement sur la péninsule de Sidi Ferruc. Le matin du 14 juin, sous le feu protecteur de la flotte navale, la première vague de soldats français est montée à bord de chaloupes et a ramé vers le rivage. Ce fut un moment charnière, le premier pas physique dans un projet colonial qui durerait plus d'un siècle. Le débarquement ne rencontra qu'une résistance éparse. Ce retard crucial donna aux envahisseurs le temps nécessaire pour établir une tête de pont sécurisée. À la tombée de la nuit, le général de Bourmont avait réussi à débarquer une partie importante de son armée. Le 19 juin, l'armée algérienne se positionna sur le plateau de Staweli, déterminée à bloquer la marche française vers la capitale. La bataille de Staweli fut le premier engagement majeur de la guerre. L'attaque commença par une charge féroce des cavaliers tribaux. Ils percutent les formations françaises avec beaucoup de courage et de férocité. Cependant, la discipline, l'entraînement et la technologie supérieure de l'armée française commencèrent bientôt à faire la différence. L'infanterie française forma des carrés disciplinés. L'artillerie française déversa un feu dévastateur. À la fin de la journée, l'armée algérienne était en pleine retraite. La bataille de Staweli fut une victoire décisive pour les Français et un coup dévastateur pour les défenseurs d'Alger. La défense principale d'Alger reposait sur son anneau de forts extérieurs. Le plus crucial était le Bordj Moulay Hassan, fort l'Empereur. Les Français commencèrent une opération de siège systématique. Pendant plusieurs jours, un féroce duel d'artillerie fit rage. Le point culminant arriva le matin du 4 juillet. Une explosion colossale déchira la citadelle. Les défenseurs, voyant l'espoir perdu, mirent le feu à leurs poudrières. Le signal de malheur était visible pour tous dans la ville. La destruction du fort l'Empereur brisa les derniers vestiges de la volonté de résister. Au matin du 5 juillet 1830, le Dey envoya des émissaires au camp français pour négocier les termes de la capitulation. Les Français promirent de respecter la liberté, la propriété et, surtout, la religion des habitants d'Alger. Pour le peuple d'Alger, ces promesses offraient une lueur d'espoir. Alors que les troupes françaises marchèrent sur Alger, elles furent accueillies par un silence étrange. Les soldats victorieux hissèrent le drapeau tricolore français sur la Casbah. Cet acte symbolique marqua le début officiel de la domination française. Les promesses faites dans le traité de reddition furent rompues presque immédiatement. Les mosquées furent converties en églises et en casernes. Ces premiers actes de violence et de manque de respect donnèrent le ton des 132 années de domination coloniale qui allaient suivre. Pendant que les Français consolidaient leur emprise sur Alger, l'intérieur du pays restait un paysage chaotique et rebelle. Dans cet environnement fracturé, un nouveau leader redoutable émergea. Un homme qui allait incarner l'esprit de la résistance algérienne. Son nom était Abdelkader Ibn Mouhiedine. C'était un jeune homme, mais il possédait une combinaison unique de qualités. C'était un érudit soufi dévot, un cavalier et guerrier habile, une figure charismatique. En novembre 1832, les tribus de la région de Mascara se rassemblèrent et prêtèrent allégeance à Abdelkader. Elles le proclamèrent émir. Il appela immédiatement au jihad.
une lutte sainte. Les premières campagnes d'Abdelkader démontrèrent son talent remarquable en tant que chef de guérilla. Il employa des tactiques mobiles de harcèlement. Ses combattants apparaissaient soudainement pour tendre des embuscades aux colonnes françaises, puis se fondre dans les montagnes et les plaines avant que les Français ne puissent monter une réponse efficace. Ces premières belles victoires prouvèrent que les Français n'étaient pas invincibles et inspirèrent plus de tribus à se rallier à sa bannière. Il cherchait à construire un État algérien indépendant, fondé sur les principes de la loi islamique et de la justice. Il a établi une armée régulière, il a créé des arsenaux, il a fondé de nouvelles villes. Il a aussi frappé sa propre monnaie. En 1837, après plusieurs années de combats acharnés, les deux camps étaient épuisés. Cet épuisement mutuel a ouvert la voie à la diplomatie. Le général français Bugeaud et des représentants de l'émir signèrent le traité de la Tafna. Les termes du traité constituaient une victoire éclatante pour Abdelkader. Le traité reconnaissait de fait l'autorité de l'émir sur la grande majorité de l'intérieur algérien. Les Français avaient, en substance, officiellement reconnu l'existence de l'État indépendant d'Abdelkader. Abdelkader a utilisé les 2 années de paix accordées par le traité avec une efficacité remarquable. Il se préparait à l'inévitable. En 1839, une expédition militaire française a traversé un col de montagne connu sous le nom de Porte de Fer. L'émir y a vu une violation flagrante. Déclarant le traité rompu, il a de nouveau proclamé une guerre sainte. La reprise des hostilités fin 1839 marqua un tournant sombre et brutal dans la guerre. Le commandement français, désormais dirigé de main de maître par le général Bugeaud, adopta une nouvelle stratégie impitoyable, la guerre totale. Il soutenait que pour vaincre Abdelkader, il devait détruire les fondements même de son soutien. L'armée française brûlerait des villages, détruirait les récoltes, s'emparerait du bétail. L'objectif était de créer un désert. Mais la tactique la plus horrible employée par l'armée française fut l'enfumade. Les soldats français entassèrent du bois à l'entrée des grottes et y mettaient le feu, permettant à la fumée de remplir les cavernes et d'asphyxier tout le monde à l'intérieur. Face à cette politique de la terre brûlée, la position d'Abdelkader devint de plus en plus désespérée. L'état de l'émir commença à s'effondrer. En 1843, les Français réussirent à capturer la capitale mobile d'Abdelkader, la Smala. Ce fut un coup dévastateur. Il fut contraint de chercher refuge au Maroc voisin, après que la marine française eut bombardé Tanger et vaincu l'armée marocaine. Le sultan du Maroc fut contraint de déclarer Abdelkader hors la loi. À l'hiver 1847, il fut acculé près de la frontière marocaine, sa petite troupe de partisans, épuisée, affamée et encerclée par des forces françaises écrasantes. Le 23 décembre 1847, l'émir Abdelkader prit la douloureuse décision de se rendre. Il choisit de remettre son sabre au général Lamoricière. En échange de sa reddition, l'émir obtint une seule promesse, que lui et sa famille se verraient accorder un passage sûr vers Alexandrie. Cependant, le gouvernement français rompit immédiatement sa promesse. Abdelkader et son entourage furent retransportés en France et emprisonnés. Pendant près de 5 ans, il fut déplacé d'une forteresse lugubre à l'autre. Abdelkader endura sa captivité avec le même stoïcisme et la même piété qui avaient défini sa vie. Finalement, en 1852, le nouvel empereur français, Napoléon III, rendit visite à l'émir dans sa prison au château d'Amboise et ordonna personnellement sa libération. Abdelkader fut libéré et s'installa finalement à Damas. Dans un acte final et remarquable, il protégea Fay-Mousli des milliers de chrétiens d'un massacre en 1860, cimentant son héritage en tant que grand humanitaire. Sa résistance de 15 ans avait forgé un puissant symbole d'identité et d'honneur national algérien qui perdurerait à travers la longue nuit coloniale. Avec la reddition d'Abdelkader, l'accent est passé de la conquête militaire au contrôle politique et administratif. En 1848, la Seconde République française a officiellement annexé les territoires conquis. Le cœur du projet colonial, transfert massif de terres. L'État a déclaré comme propriété de l'État terres incultes, forêts, terres tribales communales, ignorant les usages traditionnels. Cette terre a été mise à disposition des colons, souvent gratuitement ou à des prix très bas. Colons venant de France, Espagne, Italie, Malte.
Senatus Consulte de 1863. Fragmentation des terres tribales. Contraints de vendre leurs parcelles à des spéculateurs fonciers européens ou à grandes compagnies agricoles. Au fil des générations, millions d'Algériens, autrefois propriétaires, réduits à travailleurs agricoles sans terre. Début XXe siècle, colons européens possédaient plus de 2 millions d'hectares. La transformation économique de l'Algérie fut entièrement unilatérale de créer une économie coloniale conçue pour servir les besoins de la France. De vastes étendues des terres les plus fertiles furent converties en immenses vignobles. Bien que cela ait généré une richesse immense pour les propriétaires terriens européens, cela eut un coût élevé. Des terres qui avaient autrefois été utilisées pour cultiver du blé étaient maintenant dédiées à la production de vin. Cela fit de l'Algérie un pays de plus en plus dépendant des importations alimentaires. Ils construisirent des chemins de fer, des ports et des routes, mais ces réseaux n'étaient pas conçus pour relier les communautés algériennes. Ils furent construits pour relier les zones de production coloniale aux ports côtiers. L'effet global fut la création d'une économie profondément déséquilibrée, caractérisée par un secteur européen moderne et riche coexistant avec un secteur algérien appauvri, stagnant et marginalisé. L'instauration du régime colonial a systématiquement créé une société rigidement divisée. D'un côté se trouvaient les colons européens. Ils jouissaient de tous les droits et privilèges. De l'autre côté se trouvaient les Algériens indigènes, légalement définis comme sujets, pas citoyens. Ils étaient gouvernés par les Français, mais privés des droits correspondants. Cette division a été solidifiée par le décret Crémieux de 1870, accordant la citoyenneté collective aux quelques 35 000 juifs d'Algérie. Il a tracé une ligne juridique nette entre citoyens juifs nouvellement créés et sujets musulmans. Les deux communautés vivaient dans des mondes séparés. Les Européens vivaient dans des quartiers modernes. Les Algériens restaient dans les vieux centres surpeuplés ou dans des bidonvilles périphériques. Interaction limitée aux relations hiérarchiques, maître et serviteur, employeur et employé, cette hiérarchie justifiée par une idéologie de supériorité raciale et culturelle. Pour gérer et contrôler la vaste population assujettie, l'administration coloniale a développé un ensemble de lois spéciales connues sous le nom de Code de l'indigénat. Il donnait aux administrateurs coloniaux des pouvoirs punitifs étendus, permettant de sanctionner sans procès formel pour un large éventail d'infractions qui leur étaient en propre. Les punitions étaient immédiates: amende, la confiscation de biens, l'emprisonnement sommaire. C'était un outil de contrôle social, instaurant un climat de peur. Le code permettait la punition collective. Cela niait la responsabilité individuelle. C'était, en substance, un système d'apartheid légal. Il est resté en place plus de 60 ans. Le code rappelait quotidiennement le statut subalterne des Algériens, une source de ressentiment qui a couvé des générations et a alimenté le désir croissant de libération. Le projet colonial français ne se limitait pas à la conquête de terres. Il impliquait également une attaque profonde et soutenue contre la culture algérienne. L'une des premières cibles fut le système éducatif traditionnel. L'administration coloniale démantela ce système. Elle saisit les biens à bout. À la place, les Français établirent un système scolaire d'état maigre et très sélectif. Ce système visait à créer une petite élite assimilée. Le programme scolaire était entièrement centré sur la France. Il enseignait nos ancêtres les Gaulois. L'école devint un outil d'aliénation culturelle. L'administration coloniale chercha à contrôler et affaiblir l'influence de l'islam. La mosquée Ketchaoua à Alger fut convertie en cathédrale. La langue française fut promue, tandis que l'arabe était marginalisé. La fin du 19e et le début du 20e siècle ont vu l'émergence des premiers mouvements politiques modernes, dirigés par une nouvelle génération d'Algériens éduqués en France. L'un des groupes les plus anciens était les jeunes Algériens. Leurs revendications étaient assimilationnistes: abolition du code de l'indigénat, meilleur accès à l'éducation, représentation politique. Dans les années 30, Cheikh Abdelhamid Ben Badis a fondé l'association des oulémas musulmans algériens. Leur devise était « Islam est ma religion, l'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays ». Les oulémas rejetèrent l'assimilation. Ils ont créé un réseau d'écoles indépendantes pour enseigner l'arabe et les valeurs islamiques. Un troisième courant a émergé parmi les travailleurs migrants en France. En 1926, Messali Hadj a fondé l'Étoile nord-africaine, premier à réclamer l'indépendance complète de l'Algérie. Pour la personne ordinaire dans l'Algérie coloniale, la vie quotidienne était une négociation constante. Pour un colon européen, la vie pouvait être confortable,
voire prospère. Pour la grande majorité des Algériens, la vie quotidienne était une lutte pour la survie et la dignité. C'était une vie d'emploi précaire et de surveillance constante par la police coloniale. L'impact psychologique de cette humiliation quotidienne était profond. Le simple fait de marcher dans une rue d'Alger pouvait impliquer de s'écarter pour un Européen ou de subir une punition sommaire. Pourtant, malgré cette réalité oppressive, la société algérienne a fait preuve d'une incroyable résilience. Il transmettait des histoires d'anciens héros comme Abdelkader. Cette résilience était une forme de résistance passive. Pour l'Algérie, l'indépendance en 1962 n'a pas été la fin de la souffrance, mais le début d'un voyage nouveau et ardu. La nation qui a émergé était profondément traumatisée. La guerre avait coûté des centaines de milliers de vies algériennes, déplacé des millions de personnes et laissé l'infrastructure du pays en ruine. Le gouvernement post-indépendance a cherché à construire cette nouvelle identité sur les fondations de la lutte de libération. Le récit officiel célébrait les martyrs, les combattants de la Révolution. L'héritage économique du colonialisme s'est avéré tout aussi difficile à surmonter. Le départ des Pieds Noirs a entraîné la perte de la plupart des cadres techniques et administratifs du pays. Aujourd'hui, la période coloniale reste un sujet central et sensible dans la société algérienne. Le souvenir de la violence, de la dépossession et des humiliations quotidiennes est toujours très vivant. Si l'héritage de la colonisation est une plaie profonde en Algérie, en France, c'est un fantôme persistant. La perte de l'Algérie en 1962 a été un traumatisme profond pour la nation française. Ce silence touchait surtout deux groupes, les Pièces Noires, le million de colons européens contraints d'abandonner leur foyer, un profond sentiment de trahison et de perte, et les Harkis, abandonnés par la France après la guerre, des milliers massacrés, ceux qui ont fui vers la France relégués dans des camps isolés, vivant comme des parias. Le passé colonial refait surface dans d'intenses débats contemporains, dans le tissu social tendu des banlieues, confrontés à la discrimination, luttant avec une double identité. Ces dernières années, des mesures timides ont été prises, mais des excuses complètes pour la colonisation restent controversées, farouchement opposées par la droite politique. S'agissait-il d'une mission civilisatrice ou d'une tragédie historique? Les preuves penchent massivement vers cette dernière. La tentative, longue de 132 ans, de rendre l'Algérie française a finalement échoué, laissant aux deux nations un héritage de amertume, méfiance, souvenirs douloureux et entrelacés. Comprendre cette histoire n'est pas attribuer des blâmes. Il s'agit d'écouter les voix réduites au silence pendant si longtemps et d'intégrer leurs expériences dans notre récit commun. L'histoire de l'Algérie française n'est pas un chapitre clos, c'est une conversation inachevée, un rappel des héritages destructeurs du colonialisme, la quête humaine de liberté. Les blessures sont peut-être cachées, mais pas encore guéries. Leur histoire demande à être racontée, entendue, comprise. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette colonisation? Était-ce une mission civilisatrice ou une tragédie historique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à Chronique des Temps Sacrés et, vous savez, partagez la vidéo.